Alors en avant pour le corrigé de l'exercice 2 du DS de ce matin. Donc cette fois-ci, on considérait F, l'ensemble des matrices de M2 de R dont la somme des coefficients de la première ligne est égale à la somme des coefficients de la seconde, c'est-à-dire dont les coefficients A, B, C, D vérifient l'équation A plus B égale C plus D. Il s'agissait de montrer dans la première question que F est un sous-espace vectoriel de M2 de R et d'en extraire une famille génératrice qui ne laisse pas le choix sur la méthode, c'est-à-dire qu'on est obligé de montrer que F est le vecteur de quelque chose. Alors pour parvenir à ça, on prend A, une matrice quelconque, appartenant à M2 de R, évidemment on note ses coefficients A, B, C, D comme au-dessus, et on traduit le fait qu'elle appartient à F. Alors dire qu'elle appartient à F, c'est équivalent à dire, c'est écrit au-dessus, que A plus B est égal à C plus D. Ça c'est une équation, donc on va pouvoir exprimer une des inconnues en fonction des trois autres, disons D en fonction des trois autres, donc D c'est A plus B moins C. Et du coup dire que A appartient à F, c'est équivalent à dire qu'en fait elle peut être décrite juste par trois paramètres, alors qu'il existe explicitement donc ABC, trois réels, tels que la matrice A s'écrive comme A, B, C, et puis donc pour le dernier coefficient, D, qui est A plus B moins C. Et dans cette matrice-là, évidemment, écrite sous cette forme, on va pouvoir factoriser partiellement par A, par B, par C, et réécrire du coup cette matrice A comme petit a multiplié par la matrice identité, donc la matrice E11 plus E22, plus petit b multiplié par la matrice E12 plus E22, et pour terminer, plus petit c multiplié par la matrice, cette fois-ci, E21 moins E22. Du coup, ce qu'on a établi, c'est une équivalence entre deux assertions, le fait que A appartient à F et le fait que A est combinaison linéaire des trois matrices qui sont écrites ici. Donc ça signifie exactement, et c'est ce que l'on peut en conclure, que F est le sous-espace vectoriel engendré par les trois matrices qui sont écrites entre parenthèses. Je sais pas, je vais les appeler M1, M2, M3 par exemple. M1, M2, M3, avec M1, M2, M3 respectivement, donc les trois matrices écrites entre parenthèses. Du coup, ici, on a fait d'une pierre deux coups, c'est-à-dire qu'en montrant que F, c'est l'ensemble des combinaisons linéaires de ces trois matrices, on a montré que F est un sous-espace vectoriel, et de deux, la famille constituée des matrices M1, M2, M3 est génératrice de ce sous-espace vectoriel. Voilà pour la question 1. Question 2. Question 2, on considérait donc une application qui allait de M2 de R dans R3, et cette application, c'était juste une application un peu bébête qui a une matrice associée, disons, ces trois derniers coefficients si on les lit comme d'habitude. Alors, désolé, l'opération prend un peu de temps. Donc, dans la deuxième question, on considère phi l'application qui va de M2 de R dans R3, et qui a une matrice écrite comme d'habitude, A, B, C, D, associe donc le vecteur de R3 dont les coordonnées sont B, C et D. On garde que les trois derniers coefficients. On admettait que phi était linéaire, ce qui se trouve sans aucune difficulté, mais comme vous aviez approuvé la linéarité un peu plus loin dans le sujet, je ne vous l'ai pas mis une deuxième fois, et ça permettait d'aller ici un peu plus vite. Et donc, ce qu'on vous demandait de manière déguisée dans la question petit a, c'est de déterminer ker phi, et ker phi, c'est donc l'ensemble des matrices A appartenant à M2 de R, tel que phi de A est égal à 0, c'est-à-dire phi de A est égal au vecteur nul, c'est-à-dire phi de A égale 0, 0, 0. Et dire qu'une matrice A vérifie ceci, c'est-à-dire que ses coefficients B, C, D sont nuls. Donc c'est équivalent à dire, du coup, dire que A appartient à ker phi, c'est équivalent à dire que votre matrice A, elle peut s'écrire comme A, et puis ces trois derniers coefficients derrière sont nuls. Donc c'est équivalent à dire qu'il existe un réel A tel que la matrice A s'écrive de cette manière-là. C'est-à-dire ça revient à dire que A, c'est un multiple de la matrice E11. C'est A fois la matrice E11. A fois E11. Du coup, conclusion, ker phi, c'est le sous-espace vectoriel engendré par la matrice E11. Et évidemment, cette matrice E11, elle n'est pas unique, puisque si vous prenez 2 fois E11, 3 fois E11, vous allez engendrer le même sous-espace. Donc voilà pourquoi j'ai montré qu'il existe une matrice A non nulle, telle que ker phi ce soit vect de A. La matrice E1 est bien, mais ce n'est pas la seule. Donc voilà pour le noyau. Pour l'image, alors pour déterminer l'image de phi, je vous ai suffisamment tanné avec une propriété qui est, pour déterminer l'image, on utilise
le fait que dès qu'on a une famille génératrice de l'espace vectoriel de départ, etc., etc., etc. Ouais, sauf que vous avez le droit de réfléchir aussi un tout petit peu. Et puis, en fait, ici, l'image de phi, c'est quand même relativement clair de voir que ça va être R3 tout entier, parce qu'en effet, quand vous prenez un vecteur dans R3, donc de coordonnées BCD, justement, ce vecteur BCD va admettre un antécédent au moins par phi dans M de 2R, qui va être la matrice, ce que vous voulez, 0 BCD ou 1 BCD. Donc, en fait, pour la question petit b, ce qu'il suffisait d'observer, c'est que quel que soit le vecteur B, C, D que vous preniez dans R3, il existe une matrice A appartenant à M de 2R telle que phi de A soit égale au vecteur BCD, et avec justement, dans le rôle de la matrice A, la matrice, vous mettez ce que vous voulez ici, hein, smiley, ou une étoile, B, C, D, et donc dans le rôle de l'étoile, vous mettez votre réel favori, donc cette matrice-là va être une matrice dans M de 2R, et dont l'image va être le vecteur BCD, donc ça veut dire que l'application phi va être surjective. Donc phi est surjective, l'image de phi, c'est R3 tout entier. L'image de phi, c'est R3 tout entier. Donc voilà pour la question B. Et puis, passons à la suite. Alors, dans la suite, on vous demandait de montrer que deux sous-espaces étaient supplémentaires. Le sous-espace F qui est le noyau, le sous-espace G, pardon, qui est le noyau de phi, et le sous-espace F qui est donc celui qu'on a étudié au départ, là, celui qui est engendré par trois matrices, celui des matrices dont la somme des coefficients de la première ligne est égale à la somme des coefficients de la seconde. On vous demandait de montrer que ces sous-espaces sont supplémentaires. Donc, troisième question, le problème était d'établir que E, c'est-à-dire l'espace M de 2R, est la somme directe des sous-espaces F et G. Alors, on procède par analyse synthèse pour avoir le plus, sans rond autour. Donc, on prend une matrice A, donc qui s'écrit A, B, C, D, dans E, dans M de 2R. Et puis, on va supposer qu'elle s'écrit comme somme d'une matrice dans F et d'une matrice dans G. Supposer ça, ça revient à dire qu'il existe quatre réels, je sais pas, x, y, z, t, donc il existe x, y, z, t réels, tels que la matrice A s'écrive. En effet, s'il y a quatre réels ici, c'est parce qu'une matrice qui est dans F, en fait, va être déterminée par trois réels, puisqu'on a calculé une famille génératrice de F, et qu'on a vu que cette famille génératrice était constituée de trois matrices. Donc, du coup, dire que A peut s'écrire comme somme d'une matrice dans F et d'une matrice dans G, ça veut dire qu'elle peut s'écrire comme somme d'une matrice dans F d'abord, donc x fois E11 plus E22. La deuxième, c'était E12 plus E22. Et la dernière était E21 moins E22. Et donc tout ce bazar, c'est une combinaison linéaire des matrices qu'on a appelées M1, M2, M3 tout à l'heure. Donc tout ça, c'est un vecteur de F plus T multiplié par la matrice E11, puisque une matrice qui est dans G, dans le noyau de phi, c'est une matrice qui est une matrice qui est collinéaire à la matrice E11. Donc du coup, ceci, pour prouver que ça existe, il faut arriver à trouver les valeurs de x, y, z, t. Donc on va rendre ceci plus explicite. La matrice A, c'est A, B, C, D. La matrice qui est de l'autre côté, alors on calcule le coefficient donc en haut à gauche, donc on va simplement avoir x pour x fois E1 plus t, le t qui est ici. Pour le coefficient en E12, on va juste avoir y. Pour le coefficient devant E21, on va juste avoir z. Et pour le coefficient devant E22, alors cette fois-ci, il y a tout le monde, si j'ose dire, ou presque. Donc il va y avoir x plus y moins z. Donc x plus y moins z. Voilà. Et donc, il s'agit, du coup, de résoudre un système. Alors voilà, pour prouver que ces réels existent, il s'agit de résoudre le système, et un système qui est donc le système x plus t égale a, y égale b, ça c'est sympa. Z égale c, ça c'est sympa aussi. Et puis pour terminer, donc x plus y moins z, x plus y moins z égale d. Donc évidemment, c'est cool parce qu'on a deux inconnus gratuitement, si je veux dire, enfin y égale b.
Et Z égale C, c'est toujours ça de prix. Et puis donc à partir de ça, il faut arriver à trouver la valeur de X et la valeur de T, enfin l'expression de X et l'expression de T. Alors l'expression de X, on peut l'obtenir à partir de ceci, c'est D moins Y plus Z. Donc du coup, X, c'est D moins B plus C, puisque c'est D moins Y plus Z. Et puis l'expression de T, bah, T du coup ça va être A moins X, donc ça va devenir A plus B moins C moins D. Donc conclusion de cette histoire-là. Conclusion de cette histoire-là. On va y arriver. Ce qu'on a établi à cet endroit, c'est que quelle que soit la matrice A, donc qui s'appelle, enfin dont les coefficients s'appellent ABCD dans M de 2R, cette matrice A peut s'écrire comme X, c'est-à-dire D moins B plus C multiplié par la matrice identité, la matrice E11 plus E22, plus Y, c'est-à-dire B multiplié par la matrice E12 plus E22, plus Z, alors Z c'est C multiplié par la matrice E21 moins E22, et puis pour terminer, plus T, c'est-à-dire plus A plus B moins C moins D multiplié par la matrice E11. Et en fait, dans cette écriture-là, la première matrice, alors en fait cette somme, cette combinaison linéaire des trois premières matrices, c'est un élément de F, appartient à F. Et cette deuxième matrice-là appartient à G. Appartient à G. Du coup, en fait, ce qu'on a établi, c'est que toute matrice A dans M de 2R s'écrit comme somme d'une matrice dans F et d'une matrice dans G. Donc, arrivé à cet endroit, ce qu'on a prouvé, c'est que E est égal à F plus G. La somme des sous-espaces vectoriels F et G, c'est égal à l'espace M de 2R. Pour arriver à montrer que la somme est directe, il suffit de voir que F inter G est réduit à l'ensemble vide, enfin, à la matrice nulle, pardon. Alors, de plus, F inter G est réduit à la matrice nulle de M de 2R, ce qui est une énorme banalité en fait, parce que dire que la matrice est dans G, ça signifie que cette matrice-là, bah, elle s'écrit A0, 0, 0, et dire qu'elle est dans F, ça veut dire que la somme de ces coefficients ligne par ligne, ce sont les mêmes sommes qu'on obtient, donc ça veut dire que A plus 0 est égal à 0 plus 0, donc ça veut dire A égale 0, et si A est égal à 0, bah, cette matrice, c'est la matrice nulle. Donc on a bien les deux conditions, E égale F plus G, F inter G qui est réduit au vecteur nul, qui permettent d'affirmer que E, c'est la somme directe de F et de G. Ultime question que vous aviez sur cet exercice-là, on vous demandait de déterminer le projeté de la matrice identité. Donc on vous demandait, dans la dernière question qui s'appelait 4, le projeté de l'identité sur F parallèlement à G, donc ce qu'on a noté TF de I2 dans le cours. Et donc en fait, alors vous vous souvenez avec les notations du cours, donc pour une matrice A qui est écrite de cette manière-là, son projeté sur F parallèlement à G, ben, en fait c'est la combinaison linéaire des trois matrices qui est ici, c'est sa composante suivant F, et son projeté sur G parallèlement à F, ben, ce serait juste le morceau qui est ici. De nouveau, vous avez le droit de réfléchir un tout petit peu, en fait, la matrice identité c'est la matrice 1, 0, 0, 1. La somme des coefficients de la première ligne est égale à la somme des coefficients de la seconde, c'est pas trop dur à voir, donc ça veut dire que la matrice identité appartient à F, et puisqu'elle appartient à F, son projeté sur F, c'est elle-même. Ce qui vous évitait de faire le moindre calcul, puisque en effet, la matrice I2 étant dans F, elle est laissée invariante par PF, c'est-à-dire qu'elle est dans le quart de PF moins identité, si vous voulez utiliser les gros mots, mais vous n'aviez même pas besoin de ça, vous aviez juste à observer que la matrice I2 appartient à F pour conclure, et voilà pour le corriger de cet exercice d'algèbre linéaire. À bientôt pour de nouvelles aventures.